Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20. Dans l'actualité régionale, ce soir, l'ouverture du procès de la rixe mortelle d'Échirolles en Isère. En 2012, Kevin et Sofiane succombaient à un déchaînement de violence. Dans le box des accusés de ce procès, prévu jusqu'au 11 décembre, 12 jeunes de 19 à 24 ans. Jean-Christophe Solari sera en direct du palais de justice de Grenoble pour nous. Le premier volet de notre série hebdomadaire consacrée aux innovations énergétiques. Gros plan ce soir sur l'Institut national de l'énergie solaire qui vient de mettre au point un système de chauffage révolutionnaire. Et puis le champion olympique de biathlon Martin Fourcade prépare sa saison d'hiver. Le biathlète du Vercors s'entraîne à Corançon avec l'équipe de France. Ski à roulette et tir sur cible au programme. En attendant, la neige. À 19h30, Carole Gessler prendra le relais pour l'édition nationale. Elle reviendra en détail sur le procès des meurtriers de Kevin et Sofiane dans l'édition nationale. Donc, une édition également consacrée à la taxe d'habitation de 250 000 retraités, parmi les plus modestes, qui seront finalement remboursés. Sous la pression, le gouvernement tente d'atténuer les effets de la suppression de la demi-part des veuves. La fin de ce régime spécial a déjà fait augmenter l'impôt sur le revenu pour près de 2 millions de personnes. Ouverture aujourd'hui du procès des meurtriers de Kevin et Sofiane, deux jeunes victimes d'un lynchage collectif il y a 3 ans dans un parc d'Échirolles en Isère. 12 prévenus seront dans le box des accusés pour 6 semaines de procès. Tous sont arrivés devant la cour d'assises de l'Isère cet après-midi. Jean-Christophe Solari, Aurélie Massé. C'est la première fois qu'ils sont réunis. Arrivés par groupe de 3 en fourgon sous escorte policière, les 12 accusés du meurtre de Kevin et Sofiane. 12 jeunes, âgés d'une vingtaine d'années à peine, accusés de s'être acharnés sur 2 hommes à terre à coups de couteau, de poing ou de marteau. Dans le box, ils regardent droit devant eux, sachant qu'ils encourent chacun 30 ans de réclusion criminelle. La responsabilité individuelle de chacun sera établie en fonction du témoignage des autres. Où ce procès sera celui de la lâcheté, ou il sera celui de la vérité. C'est à eux de le dire. Je pense que pour la première fois, les 12 vont se retrouver face à la réalité des conséquences, face aux familles des victimes. Et ça peut aussi tout changer. Toute la question est là. Comment éviter l'amalgame entre les auteurs des coups de couteau mortels et les autres protagonistes de la rixe? L'énigme de ce dossier, c'est de savoir qui, parmi les accusés, pouvait être porteur d'une arme et quelle arme pouvait être en main de quel accusé pour entraîner les lésions qui sont à déplorer sur les victimes. Et ça, de ce point de vue, l'instruction n'a rien démontré. La pression est extrêmement forte. Les familles des victimes sont à fleur de peau, mais dignes à l'ouverture de ce procès fleuve. C'est la première journée, là, il y a juste une décision sur l'UCO public. Ça fait 6 mois que tout le monde étudie plus ou moins cette situation-là. La plupart des personnes veulent le public, mais aujourd'hui, le seul qui décide, c'est le président. Un procès public permettrait à tous de mieux comprendre comment et par qui sont morts Kevin et Sofiane. Voilà, Jean-Christophe Solari est en direct du palais de justice de Grenoble pour nous. Bonsoir Jean-Christophe. Alors on a compris que les parties civiles souhaitent un procès public, mais le président, lui, n'a toujours pas tranché. Effectivement, Daniel, il n'a toujours pas tranché. Il le fera demain matin. Il faut dire que cette question du huis clos est ce soir une question centrale, puisque on peut se poser la question, est-ce que les langues se délieront si ce procès est public? Les accusés prendront-ils leurs responsabilités devant les familles, devant la pression publique, devant la douleur de tout un clan? Est-ce que l'omerta, au contraire, l'omerta qui jusque-là a été plus ou moins respectée, se poursuivra durant tout ce procès? Il faut dire que les accusés ont été peu loquaces, ils ont très peu parlé durant leurs auditions et leurs confrontations, chacun se souvenant vaguement d'avoir participé à la rixe, aux 3 rixes successives. Ils reconnaissent parfois un coup de poing ou un coup de bouteille, mais généralement pas plus. Donc la question du huis clos sera tranchée demain matin. Alors, 12 accusés pour un procès au long cours, on a compris là aussi, Jean-Christophe. Toute la difficulté sera donc de déterminer les responsabilités exactes de chacun dans ce double meurtre. Ça va être très délicat et très difficile.
Effectivement, et l'instruction jusqu'à présent n'a pas permis de déterminer qui, parmi les protagonistes, sont les auteurs des coups de couteau mortels qui ont tué Kevin et Sofiane. Ces 2 couteaux n'ont pas été retrouvés, pas de traces d'ADN donc à exploiter. Alors il y a des témoignages, notamment de 2 des accusés qui ont parlé plus que d'autres. Ils désignent certains autres jeunes, mais ils restent flous et ils cachent peut-être ces témoignages une stratégie. Alors l'instruction a incriminé tout le monde, estimant que chacun est co-auteur de ces crimes. On verra si cela permet de fournir un verdict, d'établir la vérité et d'avoir des sanctions graduées. Merci Jean-Christophe Solari. 6 semaines d'audience, 12 accusés, une quinzaine d'avocats, autant de parties civiles, une affaire particulièrement sensible, on l'a compris, qui peut faire craindre des incidents. À procès exceptionnel, mesures de sécurité exceptionnelles cet après-midi autour du tribunal, des mesures préparées depuis plusieurs mois déjà. Marie Michelier, Franck Serroni et Vincent Abran. C'est un dispositif qui a nécessité plusieurs mois de préparation. Tout autour du palais de justice, une zone sécurisée, un plan de circulation modifié, certains accès barrés et surtout des forces de l'ordre en nombre mobilisées pour surveiller ce procès si particulier, assurer la sécurité de tous ceux qui pendant 1 mois et demi vont y participer. C'est une situation, comme vous le savez, qui a un fort impact à la fois médiatique mais aussi très sensible eu égard aux circonstances de cette affaire. Donc effectivement, aujourd'hui, on se doit d'avoir une mise en place d'un dispositif policier conséquent. On est environ 80 personnes mobilisées. Après, effectivement, dans le temps, en fonction des débats, tout cela sera fluctuant. Mais il faut savoir que nous aurons en permanence au moins entre 20 et 30 personnels qui seront dédiés à la mission du palais de justice pendant ces 6 semaines de procès. Un déploiement qui sera renforcé à l'approche du verdict, indispensable pour prévenir et éviter aussi tout débordement. Présence policière, présence médiatique également, près de 70 journalistes régionaux et nationaux accrédités pour couvrir les débats, car le drame d'Échirolles avait suscité une très vive émotion dans l'agglomération et bien au-delà. On en a énormément parlé au niveau national, c'est vraiment une histoire qui a marqué les Français par la violence de la mort de ces jeunes hommes, par leur profil, par la raison pour laquelle ils sont morts, c'est-à-dire rien. Enfin, pas de raison valable. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, forcément, on vient ici pour avoir des réponses. Si les journalistes sont venus en nombre, ce premier jour n'a en revanche pas déplacé les curieux. Le calme régnait à l'extérieur quand dans les murs débutait le procès de la barbarie. Et on a appris aujourd'hui qu'une information judiciaire a été ouverte après la disparition de Robert Maldera. Robert Maldera, une figure du milieu grenoblois disparu depuis le mois de septembre. Il n'a plus donné signe de vie. Les précisions sur notre site alpes.france3.fr. Les suites de l'affaire Air Cocaïne avec l'arrestation ce matin des pilotes rhône-alpins Bruno Dos et Pascal Fauré. 9 jours après leur évasion rocambolesque de République dominicaine, ils ont été placés en détention provisoire, respectivement à Vars en Isère et à Lyon dans le Rhône, en attendant leur transfert à Marseille. Une arrestation qui a surpris leur avocat qui dénonce une justice spectacle. Valérie Bonnet, Pierre Perel. Un fourgon cellulaire qui sort sirène hurlante du palais de justice. Il est 14h15 quand le pilote d'Air Cocaïne est conduit à la maison d'arrêt de Corba où il devra attendre sa comparution devant la juge d'instruction marseillaise en charge du volet français de l'affaire. Pascal Fauré a été interpellé tôt ce matin par les gendarmes à son domicile des Monts d'Or. Des forces de l'ordre venues en nombre, nous a déclaré par téléphone son épouse. Il a seulement eu le temps de prendre une douche et de préparer son baluchon, a-t-elle ajouté. Présenté à Lyon, à un juge des libertés et de la détention, il n'aurait eu à répondre qu'à une seule question. Acceptez-vous d'être amené à Marseille pour y être entendu ? Même procédure concernant Bruno Dos, le copilote, réveillé lui dans sa maison d'Autran et incarcéré ce soir à la prison de Vars, après un passage dans le bureau d'un juge des libertés et de la détention grenoblois. Il a fallu que les mauvaises habitudes l'emportent, s'indigne maître Dupond-Moretti. Après leur rocambolesque évasion de République dominicaine, les 2 hommes s'étaient pourtant empressés de faire savoir qu'ils se tenaient à la disposition de la justice française. Le mandat d'amener, c'est pour faire du spectacle, ajoute leur autre avocat. Ils étaient disposés à se rendre à une convocation de la juge marseillaise qui enquête depuis 2013 sur le trafic de drogue transatlantique. Elle les recevra normalement tour à tour demain et mercredi, mais ils auront été conduits à son bureau dans la cité phocéenne sous bonne escorte.
Environnement, le plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve a été activé aujourd'hui et jusqu'au mois de mars. Les limitations de vitesse sont abaissées de 20 km/h sur les autoroutes et autres voies rapides. Ce plan actif depuis 2012 se terminera en 2017, insuffisant pour les associations de défense de l'environnement qui souhaitent des mesures plus drastiques. Nathalie Rapuc, Christian Mathieu. 110 km/h au lieu de 130 sur la 40 entre le col des Vires et la bifurcation avec la 410. Tout le réseau départemental à chaussées séparées est également concerné, passant de 110 à 90 km/h. Des mesures de lutte contre la pollution encore insuffisantes pour les habitants de la vallée de l'Arve. Une limitation de vitesse à 110 pour les voitures, c'est une bonne chose. Ça serait pas mal aussi de limiter à 70 pour les camions. Il faut savoir que quand ils montent sur le viaduc, ils consomment quelque chose comme 30 à 40 à 50 litres au 100. Et tout ça, c'est de la pollution de l'air. Le PPA, le plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve, prévoit des dizaines de mesures contre la pollution. Depuis 2012, la réduction de la vitesse est appliquée systématiquement du 1er novembre au 31 mars. Objectif, réduire les polluants comme les PM10, particules en suspension dans l'air dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres. Ces poussières proviennent des transports, mais pas seulement. La mesure essentielle, à mon avis, c'est qu'on revoie le plan de gestion des déchets qui sont dits des déchets non dangereux, mais qui par l'incinération deviennent des déchets dangereux puisqu'ils produisent des particules fines. Les émissions dans la vallée de l'Arve ne sont pas plus élevées qu'ailleurs, mais la topographie et les phénomènes météorologiques sont peu propices à la dispersion de ces poussières. Il faut encore une fois s'attaquer sur un large front à tous les secteurs qui sont des secteurs d'émission de la pollution, l'industrie, le transport, le chauffage, en particulier le chauffage résidentiel. L'an passé, 8000 infractions ont été enregistrées sur les routes. Le PPA prend fin en 2017. D'ici là, la préfecture en appelle à la responsabilité de chacun. Voilà qui nous amène au premier volet de notre série sur l'innovation énergétique. Cette semaine, la région est en pointe dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'énergie solaire. En Savoie, les ingénieurs de l'Institut national de l'énergie solaire viennent de mettre au point un système de chauffage révolutionnaire. Cédric Picot, Christelle Nicolas. C'est une maison unique au monde. Depuis quelques mois, Louis Stéphane et son équipe ont investi ce bâtiment expérimental. Ici, pas de pétrole ni d'électricité. L'habitation est chauffée grâce à l'eau contenue dans l'atmosphère. L'humidité qui va alimenter le système, ça va être les gens qui vont respirer à l'intérieur de la maison, ça va être la cuisson, ça va être les douches que les gens vont prendre. Tout ce qui dégage de l'humidité dans une maison va nous servir à alimenter le chauffage de la maison. C'est le principe du projet Stock Hydens pour stockage haute densité. Le système capte l'énergie du soleil en été pour la restituer grâce à l'humidité hivernale. Pour faire cela, nous avons choisi la thermochimie. Donc, c'est quoi le principe? C'est qu'on a un sel qu'on va hydrater et déshydrater. Quand on le déshydrate, on stocke l'énergie. Quand on l'hydrate, on dégage de la chaleur. Explication à l'extérieur de la maison. Dans cette dépendance, 6 tonnes d'un sel spécial, non polluant, non toxique et facile à produire. Une matière qui peut être hydratée et déshydratée à l'infini. Ce qu'on voit ici, c'est un des 5 réacteurs qui constituent le système global. Et en fait, dans chaque réacteur, on a des étages qui contiennent du sel. Et l'air va traverser les couches de sel. Et l'été, par exemple, l'air qui traverse ces couches de sel va permettre de déshydrater le sel et donc du coup de stocker l'énergie. Et l'hiver, l'air humide qui va traverser ces couches de sel va permettre de produire de la chaleur. Installée depuis quelques mois à l'Institut national de l'énergie solaire, l'expérience Stock Hydens peut chauffer une habitation basse consommation de 100 mètres carrés pendant tout un hiver. Un test grandeur nature pour une innovation inédite. La manip que vous voyez ici et qu'on a visité, c'est quand même une première mondiale. Le fait d'avoir un système à taille réelle connecté à une maison, suivi dans le temps, avec tout installé, tout prêt à l'emploi, ça constitue une première mondiale. Aujourd'hui, la production de chauffage et d'eau chaude représente 40% de la facture d'énergie d'un ménage. Demain, le système Stock Hydens pourrait changer la donne. Toujours en phase d'expérimentation, ce procédé écologique et économique intéresse déjà des industriels au niveau international.
Les premières assises nationales du vélo électrique se tiennent jusqu'à demain à Chambéry. 400 professionnels sont réunis pour débattre de cette pratique encore embryonnaire en France, mais à l'avenir prometteur. Damien Borelli, Frédéric Pasquette. L'été en pente douce. Réputée pour ses spots de VTT, la station des Jets en Haute-Savoie a été la première à proposer cet été aux touristes des VAE, vélos à assistance électrique en libre service. De telles initiatives sont encore rares en France. C'est pour pouvoir dresser un panorama de cette nouvelle pratique que l'association Grande Traversée des Alpes réunit à Chambéry, acteurs de l'industrie du vélo, élus professionnels du tourisme et de la nature. Et les questions ne manquent pas. On s'aperçoit que beaucoup de gens ont du mal à savoir ce qu'est réellement un vélo électrique. Il y a des questions réglementaires. L'assistance électrique s'arrête à 25 km/h. Qui doit investir ? Les acteurs économiques, quelle est la place de la puissance publique, comment on aménage les pistes cyclables, quel type d'aménagement, de sécurité et de facilitation dont ont besoin les futurs utilisateurs. Du déplacement domicile-travail à la pratique sportive, le VAE est multi-usage. Malgré un prix conséquent, 900 € en moyenne, les ventes ont bondi de 37% en 2014. Pourtant, comparé aux 3 millions de vélos classiques vendus l'an passé, la part des vélos électriques reste modeste. Il y a des perspectives qui sont exceptionnelles, un potentiel considérable. Il y a 500 000 vélos à assistance électrique vendus en Allemagne. Nous, on est à 80 000 en France. Vous voyez qu'il y a une marge de progression qui est considérable, avec en plus une pratique qui plaît énormément. 10 fois champion du monde de VTT de descente, le Niçois Nicolas Vouilloz défend la monture électrique. Il l'a même chevauchée en compétition. Souvent, voilà, la question qui revient, électrique, vélo électrique, c'est un vélo de feignant. Non, parce que quand on est pratiquant, on va s'en servir pour en faire plus, pour aller plus loin, pour aller plus vite et pour forcer juste en allant plus vite et en voyant plus de paysages, en permettant de faire des parcours plus longs. Une pratique respectueuse de l'environnement, c'est aussi ce qu'ont souhaité les acteurs de ces premières assises. Les promoteurs du VAE espèrent diversifier l'offre et attirer une nouvelle clientèle. À Fours, près de Bourgoin-Jallieu en Isère, Valentin lance un appel à la générosité pour qu'on l'aide à financer un fauteuil roulant pour jouer au football, sa passion. La famille espère trouver l'argent grâce à un financement participatif sur Internet. Isabelle Guyader, Cédric Lepoitvin. C'est avec son oncle que Valentin a créé sa page sur Internet. Il la consulte chaque jour. Les messages de soutien affluent. La cagnotte, pour l'instant, 975 €. Encore loin des 13 000 € que coûte le fauteuil de ses rêves. J'ai commencé en 2008 avec un tout petit fauteuil. Mon grand-père on a fabriqué avec un vieux. Et j'aimerais bien m'équiper vraiment pour le fauteuil parce que pour moi c'est une passion et ça occupe mes journées. Car quand il fait du foot-fauteuil, Valentin, tétraplégique depuis la naissance, dit avoir l'impression de courir. Problème, l'équipement est hors de prix. Si j'abîme mon fauteuil de tous les jours, c'est pas conseillé. Parce que celui-là, c'est comme mes jambes. Alors c'est Michel, le papy Géo Trouve-Tout, qui a bricolé son premier fauteuil de foot, de débutant. Je lui ai installé un ventilateur d'ordinateur sur les batteries, parce que ça chauffe quand même avec tous les allers-retours quand on fait les matchs. Derrière, j'ai fait un peu des aérations sur le capot. Je lui ai également modifié les cale-pieds. Il a fallu rallonger. Donc, comme j'avais des vieux fauteuils, avec deux, on a presque fait un. Valentin a fait ses armes et des progrès fulgurants. Il doit commencer l'entraînement avec Handisport. S'il pouvait avoir un peu une aide, des aides, ça ferait trop plaisir. Il est tellement... Ah oui, il est tellement fanatique de ce foot. Aussi bien le foot, le vrai foot, oui, il m'emmène à tous les matchs, que le foot-fauteuil, plus c'est sa passion. Mais la retraite de Michel et de Denise, qui prennent déjà en charge chez eux toute l'année Valentin, ne suffit pas. Alors ce fauteuil de rêve du jeune garçon, c'est aussi le leur. Politique avec la visite ce matin à Grenoble du secrétaire d'État au sport. Thierry Braillard est venu signer 5 contrats citoyens du sport, un nouveau dispositif mis en place après les attentats de janvier est destiné à ramener du lien social dans les quartiers dits sensibles. Jordan Guéant, Dominique Bourget.
Younes peut avoir le sourire. Le jeune homme est désormais engagé, embauché dans son association de futsal. Sous les yeux du ministre, le voilà désormais officiellement éducateur sportif et citoyen. Au niveau du sportif, c'est au niveau des équipes de futsal et de foot à 7. Et au niveau du citoyen, c'est de la vie autour du quartier à côté de l'association. Un contrat aidé, salutaire pour son employeur, l'association Vie et Partage basée à Échirolles n'avait jusqu'ici pas les moyens d'embaucher. C'était clairement impossible parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'emploi associatif, ça coûte très cher. Mais à Grenoble, Thierry Braillard est arrivé avec de bonnes nouvelles. Des contrats citoyens du sport. De nouveaux dispositifs décidés après les attentats de janvier. Une réponse à l'exclusion des jeunes dans les quartiers difficiles. Le sport est aussi important que la culture dans ces quartiers populaires et qu'il faut bien sûr derrière y mettre les moyens. C'est ce qu'a décidé le gouvernement. Le Premier ministre a fait les arbitrages qu'il fallait pour donner les moyens à ce que tout le monde ait le sentiment du vivre ensemble. Notre idée, c'est effectivement de pouvoir mailler ces territoires dits sensibles où effectivement la jeunesse a parfois du mal à trouver des emplois. Donc effectivement, nous essayons de cibler, d'être les VRP auprès de ces territoires. 300 contrats signés cette année, une centaine l'an prochain. À la clé, à chaque fois, une aide de 18 000 €. Un plan présenté comme ambitieux. Alors pour convaincre, le ministre a voulu joindre le geste à la parole. La saison de ski nordique approche à grands pas en biathlon cette année encore. Martin Fourcade fait partie des grands favoris. Grégory Lespinasse et Didier Albrand ont rencontré le champion du Vercors qui s'entraîne sur ses terres. Au menu, ski à roulettes et tir à la carabine. Pas encore de neige sur le plateau du Vercors, à peine les premières traces de givre. Pas de quoi effrayer le troupeau et encore moins Martin Fourcade. En ski à roulettes, le champion de biathlon pratique son entraînement matinal au milieu des forêts alpines. Moi je me sens bien, j'y habite depuis quelques années. Après c'est un super centre d'entraînement, on est beaucoup d'athlètes réunis ici. Il y a une belle structure. Après voilà, c'est pas mieux ou moins bien qu'ailleurs, c'est l'endroit où j'ai choisi de vivre pour des raisons professionnelles mais aussi familiales. Et du coup voilà, je m'épanouis ici, après j'ai quand même des attaches bien pyrénéennes. Un site entièrement dédié à l'entraînement des biathlètes. Et aujourd'hui, si les caméras et les micros ont fleuri, c'est bien pour Martin Fourcade. 6 fois champion du monde entre 2011 et 2015, double champion olympique, 4 fois vainqueur de la Coupe du monde de biathlon. À 27 ans, l'homme aux 76 podiums impressionne, jusque chez nos voisins nordiques, pourtant inventeurs de la discipline. En Norvège, on est fou de sports d'hiver, de ski de fond, de biathlon, de saut à ski. On adore ça. Tous les week-ends, on regarde des heures et des heures de ski. Et on veut voir les Norvégiens gagner. Du coup, quand quelqu'un d'autre rafle toutes les médailles, on se dit quoi? Qui c'est ce gars? On veut tout savoir sur lui. Et la Norvège, justement, elle sera au cœur des préoccupations du Français avec les championnats du monde de biathlon qui s'y dérouleront en mars 2016. Un objectif prioritaire pour Martin Fourcade qui mise aussi sur le classement général de la Coupe du Monde. Les mondiaux, un gros objectif cette saison à Oslo. Mais voilà, je crois que sur les dernières saisons, j'ai montré qu'il était possible de jouer le général et les mondiaux. Voilà, je crois que j'aurai encore ce double objectif à cœur cette année. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, Martin Fourcade, lui, le biathlète, souhaite prendre part dans 15 jours aux sélections pour l'ouverture de la Coupe du Monde avec l'équipe de France, de ski de fond cette fois-ci. Rugby enfin, avec un retour pour le plaisir sur la victoire du FCG sur Toulon hier au Stade des Alpes de Grenoble. Une victoire 33-29 contre le triple champion d'Europe qui permet aux Grenoblois de grimper à la 6e place du top 14. Jean-Christophe Pain, Vincent Abran. Ça commence très fort pour Grenoble avec 2 essais dans les 15 premières minutes sur un exploit de Faal et Eplon. D'abord, grâce à Stefano ensuite. Mais c'est sans compter sur la puissance des Toulonnais plus adroits en touche, irrésistibles quand ils se lient en môle pénétrant. 17-12 à la pause. On est resté solidaire, tout n'a pas été parfait. On a eu des moments de doute. Et dans les temps forts, on a su se resserrer et faire le nécessaire. En fin de première période, le pied de Wisniewski rassure ses coéquipiers juste après ce superbe cadrage débordement du jeune ailier Mignot, étoile montante sans doute, modeste qui plus est.
On sait qu'on peut mettre un cadrage débordement, mais le week-end d'après, on peut en prendre un aussi, donc faut toujours rester humble. En effet, après la pause, Toulon remonte au score, mais Grenoble change de stratégie pour moins s'exposer, drivé par son capitaine Fabrice Estebanez. On a un jeu offensif qui demande beaucoup d'énergie. Il faut savoir de temps en temps se canaliser et passer sur des choses plus basiques, tout simplement pour jouer à notre rythme. Et puis quand tout le monde peut récupérer, remettre le gaz. Et même l'ultime essai toulonnais à la dernière minute ne pourra pas renverser le match. 33-29, Grenoble remonte à la 6e place du top 14. Voilà, et bientôt rencontre avec Toulouse. À suivre, les prévisions météo, puis l'édition nationale. Demain midi, vous retrouverez Pauline Allo pour le Journal des Alpes de la mi-journée. Et je vous retrouverai demain soir à 19h. Excellente soirée à vous.